Donc vous êtes tous des familles, nous sommes tous des familles, où vous avez peut-être été confrontés à la fin de vie d'un proche, ça s'est peut-être bien passé, peut-être pas très bien passé. Alors les familles, elles peuvent être aimantes, empathiques, bienveillantes, bien traitantes, mais il y a aussi des familles qui sont oppressantes, qui sont dans la toute-puissance, qui sont dans le contrôle. Ah bon, mais chez nous, là-bas, voilà, on en rencontre. Et donc, malveillante et maltraitante. Et on est dans ce triangle infernal où le malade, il voudrait peut-être ça, la famille veut ça, les médecins voudraient ça, et les soignants voudraient peut-être l'information. Ah, docteur. Ah, je connais mon mari, ça fait 40 ans qu'on vit ensemble. Il y a une chose, surtout, il ne faut pas lui dire. Surtout, il ne faut pas lui dire. Il le supportera pas. Ça nous arrive souvent. Croyant bien faire, la famille décide que non, il ne faut pas lui dire. Exemple. Un monsieur qui a un cancer de la prostate métastatique vient me voir, toujours accompagné de sa femme. Et sa femme prend beaucoup de place. Et puis un jour, je vois l'épouse qui prend rendez-vous et qui vient sans son mari. Ah, je dis, tiens, c'est curieux, vous n'êtes pas avec votre mari aujourd'hui. Oui, parce que docteur, il faut que je vous dise une chose, pour mon mari, pour son cancer, il ne faut surtout pas lui dire. J'entends, je peux comprendre, mais vous savez que votre mari, c'est une... Écoutez, docteur, je vous dis, il ne faut pas lui dire. Ok, j'entends, je comprends. Et puis une semaine après, je vois arriver le monsieur, sans sa femme. Bah, j'ai dit, c'est que d'habitude vous dites, oui docteur, parce qu'il faut que je vous dise, pour mon cancer de la prostate, il ne faut surtout pas en parler à ma femme, elle ne le supportera pas. Tout le monde sait, personne ne se parle. Incroyable. Alors, je vais vous raconter une histoire, c'est un compte-rendu d'une prise en charge à l'hôpital de Meudon sur tout tourne autour de la vérité et de la communication. Il s'agissait d'une prise en charge palliative chez une personne de 89 ans à qui on a découvert récemment une tumeur rectale d'emblée multimétastatique, sans indication chirurgicale ou chimiothérapeutique. Nous avons bien noté, dans le compte-rendu de Rambouillet, une certaine réticence de sa fille à ce transfert en unité de soins palliatifs de par la représentation qu'elle pouvait en avoir. Tant qu'elle était dans un service, ça allait, mais les soins palliatifs, ah non, ça sent un peu le roussi. De même, nous avons noté sa réticence, voire son interdiction d'informer sa maman de la réalité de sa maladie et de la gravité. À l'entrée dans le service, Madame G était calme, légèrement somnolente, semblant très fatiguée, fermant souvent les yeux, mais pouvant tout à fait avoir une conversation cohérente. Elle n'exprimait pas de douleur. Le jour de son émission, nous avons reçu longuement sa fille, en présence de sa petite fille, pour lui expliquer la philosophie de nos soins en se fixant l'objectif de lui assurer le meilleur confort pour tout le temps qu'il lui reste à vivre, que l'on ne connaissait pas. Nous sommes revenus sur sa réticence d'information de la maman sur la gravité de la maladie, en lui précisant que, respectueux du souhait de la famille, nous n'irions pas au-devant, mais en lui précisant que si Mme G souhaite avoir des informations, nous lui dirions la réalité de la situation. Elle n'en était pas du tout d'accord. Mais enfin, docteur, je vous dis qu'il ne faut pas lui dire. Pendant 48 heures, la famille était très présente dans la chambre et ressentait une certaine tension, atmosphère très plombée où personne n'osait parler. Mme G paraissait éveillée, mais fermait souvent les yeux. Forcément. Le 29 août, au matin, lors de ma visite dans sa chambre, Mme G m'a dit d'emblée qu'elle allait bientôt partir. Là, il faut se méfier. Partir où? Je lui demande de préciser. Elle me répond qu'elle sent qu'elle va bientôt partir pour toujours, qu'elle va bientôt mourir. Je lui dis que si elle le ressent à l'intérieur, c'est qu'il faut sûrement en tenir compte et qu'en effet, cela peut tout à fait être une éventualité possible compte tenu de sa maladie et de l'évolution. Je lui rappelle alors que l'opération, les traitements chimiothérapie, radiothérapie étaient devenus inutiles. Elle acquiesce en me disant merci. Je lui propose alors de parler à ses enfants et à ses petits-enfants, afin de leur transmettre les choses qu'elle souhaite. Visiblement, elle semble
très content de cette suggestion qu'elle mettra en œuvre dès la première visite de son entourage. Dès lors, l'atmosphère a totalement changé dans la chambre, la parole étant beaucoup plus libre, et il n'était pas rare d'entendre des plaisanteries et de voir des visages souriants. Sa fille, celle-là même qui nous a mis « surtout, ne lui dites pas ». Où j'en suis? Sa fille. Sa fille, je l'ai trouvée, nous a remercié du très beau cadeau que sa maman lui a fait dans les paroles qu'elle a pu lui dire. Ceci dit, les jours passaient, Madame G était toujours là, alors qu'elle ne cessait de nous dire qu'elle allait bientôt partir et qu'à son âge, il fallait mieux s'en aller. Cette sérénité affichée, sachant la proximité de son départ, sidère la famille et la soulage en même temps. Une certaine vérité circule enfin entre eux avec bonheur. Sur le plan médical, Madame G ne pose pas de problème. Mais quand je lui dis à demain, elle me dit « demain je ne serai plus là ». Force est de constater que le lendemain elle était toujours là et qu'il y a quelque chose qui l'empêchait de partir. Et c'est le fils aîné qui nous informera que lors du décès du mari de Madame G, un de ses fils se fâcha avec sa mère et depuis lors ne l'a jamais revu. J'ai donc vérifié auprès de cette femme, Madame G, si elle souhaitait revoir ce fils. Elle me confirmera son accord. On n'avait plus de coordonnées, on avait juste le portable du petit-fils. J'ai joint le petit-fils sur son portable. Il m'explique que son père est en déplacement professionnel à Lyon. Il me donne son portable, j'arrive à le joindre. Il mettra 6 heures pour venir jusqu'à l'hôpital de Houdan, où il arrivera à 20 heures. Madame G décédera 10 heures plus tard, soit le 4 septembre à 6 heures du matin. Vous voyez que cette prise en charge tourne autour de la communication, autour de l'information, autour d'une famille qui dit surtout, et autour aussi d'un médecin, une position médicale, qui dit « Ok, j'entends, mais moi j'ai des devoirs envers la personne que je soigne, et vous savez que le secret médical, il ne va que dans un sens. » C'est-à-dire que le médecin doit l'information au malade et qu'il ne pourrait la dire à la famille qu'avec l'accord du patient. Or maintenant, les familles, elles exigent de savoir, et le fait que les médecins donnent des informations à la famille, ça donne des droits à la famille, après, pour nous dire « je vous interdis de ». Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche.